La guerre en Ukraine est sans doute définie par l'omniprésence des drones et la manière de s'en défendre. La Russie elle-même a passé des années à construire une architecture anti-drones autour d'un principe simple. Si vos radars et missiles échouent à intercepter les drones, vos hommes au sol le pourront peut-être. Elle a déployé des équipes de tir mobiles, armées de mitrailleuses lourdes et d'armes à courte portée, le long de chaque couloir probable d'approche de drones, pour intercepter les plateformes ukrainiennes volant à basse altitude. C'était rudimentaire, bon marché, et ça a marché un temps. En fait, c'était une tactique que la Russie a copiée de l'Ukraine, étant donné à quel point leur propre frappe de drones était inefficace contre les défenses de fortune. Mais pour la Russie, cela ne semble plus fonctionner. Après 4 ans de guerre, les forces de système sans pilote de l'Ukraine ont commencé à équiper leurs drones d'attaque de roquettes aériennes non guidées, une catégorie d'armes qui, jusqu'à présent, appartenait aux avions d'attaque et aux hélicoptères. Le commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Madjabrovdi, a décidé de divulguer largement les détails de ces développements, en partie parce que la Russie semble mal équipée pour répondre à cette nouvelle menace. Vous voyez, les groupes de tir mobiles russes, piliers de leur défense contre les drones à basse altitude, affrontent désormais un drone capable de riposter, ce qui change tout. Pour expliquer exactement comment, nous devons examiner à la fois l'arme utilisée et le problème qu'elle a été conçue pour résoudre. Ces roquettes font partie d'une famille de munitions à l'histoire longue et complexe. NURS, qui signifie roquette d'aviation non guidée, en russe, ou son alternative ukrainienne, NAR, désigne la même catégorie d'armes que les sources occidentales appellent généralement UAS, ou roquettes aériennes non guidées. Les deux types que l'Ukraine utilise sur des drones sont la S-5, une roquette de 57 mm, et la plus lourde S-8 de 80 mm. Ces deux conceptions soviétiques ont été utilisées sur presque tous les continents, où l'URSS ou ses états successeurs ont combattu. La S-5 est suffisamment ancienne pour que ses origines remontent à 1946, lorsque des ingénieurs soviétiques ont commencé à étudier les roquettes allemandes RR-4M capturées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La RR-4M, surnommée l'ouragan, avait marqué une avancée majeure dans le combat aérien. Cette roquette simple, non guidée, à ailettes repliables, était utilisée par les pilotes de la Luftwaffe pour disperser les formations de bombardiers alliés. Les soviétiques ont reconnu le potentiel de ce concept et ont passé la décennie suivante à développer leur propre version. Au milieu des années 1950, la S-5 entrait en service, initialement comme arme RR pour les premiers chasseurs à réaction, comme le MiG-19, avant que la doctrine ne change et qu'elle ne devienne la roquette d'appui rapprochée standard pour toute la flotte d'aviation tactique soviétique. C'est en Afghanistan que la S-5 a probablement été testée le plus rigoureusement. Les équipages soviétiques de Sukhoi 25 et de Mi-24 les ont utilisés massivement contre les positions des Moudjahidines tout au long des années 1980, mais les retours n'étaient pas encourageants. Les roquettes se dispersaient après le lancement et s'éloignaient de la cible au lieu de se concentrer dessus. On estimait souvent que la S-5 était peu utile, comme le résumaient les pilotes soviétiques. Elle chatouillait les talons de l'ennemi. La tête explosive n'était pas assez puissante pour éliminer efficacement l'infanterie dispersée en terrain accidenté, et le manque de guidage imposait de tirer beaucoup de roquettes pour obtenir l'effet de saturation voulu. Plus précisément, la roquette avait une dispersion de 3,5 milliradians, ou mRad, ce qui signifie qu'elle s'écartait de 3,5 mètres de la cible pour chaque kilomètre parcouru. En unité impériale, cela correspond à environ 18,5 pieds par mile. Les soviétiques ont finalement commencé à monter des nacelles S-5 sur des chars T-62, des véhicules blindés de transport de troupes BTR-70 et des camions Oural, les utilisant comme artillerie sol-sol improvisée. Ce qui vous dit tout sur leur désespoir quant au volume de feu, et à quel point l'arme s'était éloignée de son rôle initial. Le S-8 était l'évolution naturelle du S-5 entrant en service en 1984. La roquette plus grande, de 80 mm, transportait une ogive plus performante, dont la version de base à charge creuse pouvait pénétrer jusqu'à 400 mm de blindage homogène laminé. La roquette était disponible dans une gamme de versions spécialisées, y compris des charges tandem pour vaincre les blindages réactifs et des ogives à fragmentation contre le personnel et les véhicules légers. Lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, les avions russes ont tiré des S-8 en salve dense, pouvant compter jusqu'à 20 roquettes chacune, les utilisant pour briser les positions fortifiées lors des assauts acharnés sur Grozny.
En Syrie, les avions des forces aérospatiales russes ont utilisé massivement les 7S-8 tout au long de leur intervention, menant des tirs de suppression contre les positions tenues par l'opposition à travers le pays. Ce sont les deux principaux types de roquettes que les drones ukrainiens transportent désormais dans les territoires occupés par la Russie. Ainsi, l'arme est passée du combat air-air au sol-sol, puis au combat air-sol, au fil de décennies de changements doctrinaux et d'évolutions stratégiques. Même dans la guerre actuelle en Ukraine, les NAR sont présents depuis le début. Les forces ukrainiennes ont employé des roquettes S-5 et S-8 dans le Donbass lors de la première phase de l'invasion à grande échelle. Ils ont vite constaté que le soutien rapproché à basse altitude était devenu très risqué face à un ennemi équipé de défenses aériennes modernes à courte portée. Les avions d'attaque à voilure fixe et les hélicoptères ukrainiens ont utilisé les roquettes comme à l'origine. Et à cause de cela, ils ont subi des pertes importantes, précisément parce que s'approcher suffisamment pour les utiliser signifiait entrer dans la zone d'engagement des systèmes Pantsir, Manpad, Tor et Buk. Bien que la Russie ait été sans doute incompétente en matière de lancement d'une offensive écrasante, ces systèmes anti-aériens restaient donc plus qu'efficaces contre les menaces de l'époque soviétique. Les pilotes qui ont survécu se sont adaptés, en se repliant à des distances de tir plus longues, en utilisant des techniques de lancement en cloche, et en acceptant une précision dégradée en échange de leur survie. Mais les roquettes elles-mêmes sont restées dans l'inventaire, en attendant une plateforme capable de les acheminer jusqu'à la cible sans être abattues en chemin. Enfin, le succès. Cette plateforme s'est avérée être le FPFP-2 produit par la société ukrainienne Firepoint. Militairement, le FPFP-2 a été conçu pour répondre à la demande du front d'un drone d'attaque plus lourd, contrôlé en temps réel par l'opérateur. À l'origine, il pouvait transporter une ogive allant jusqu'à 100 kg, avait une portée d'environ 370 km et pouvait transmettre une vidéo en direct à l'opérateur. Ce dernier point est crucial. Cela permet d'ajuster la trajectoire de vol pendant la mission. Cela évoque davantage le contrôle FPV en vue à la première personne utilisé sur les drones venant d'Ukraine, plutôt que les munitions rôdeuses préprogrammées de l'Occident. Dans sa configuration standard, le FPFP-2 vole vers sa cible et explose, donc le drone lui-même fait office d'arme. Firepoint et les forces des systèmes sans pilote ont désormais ajouté un système d'armes secondaires, des pods de roquettes montés sous les ailes. Dans la configuration S5, le drone transporte 2 pylônes avec 4 roquettes chacun, soit 8 roquettes au total, tout en conservant une ogive plus petite comme charge utile. C'était un développement stratégique clé. On peut en déduire que l'Ukraine comptait lancer le drone sur une cible, utiliser les S5 pour éliminer les défenses anti-aériennes ennemies, puis diriger le drone vers la cible pour qu'il explose. La confirmation que cette stratégie était effectivement en cours est arrivée à la mi-mai 2026. Magyar a annoncé publiquement que les roquettes étaient lancées depuis des drones ukrainiens, à longue portée à des profondeurs opérationnelles allant jusqu'à 500 km. Mais d'après les spécifications techniquement disponibles, cela fait presque certainement référence à la flotte plus large de drones longue portée opérant à des profondeurs extrêmes, y compris des plateformes autres que le FPFP-2, étant donné que sa portée maximale est d'environ 370 km. Cependant, certains rapports de la fin mai 2026 ont suggéré que les FPFP-2 avaient été améliorés pour transporter une ogive de 180 kg jusqu'à 370 km, ce qui leur donne une portée beaucoup plus large. Étant donné qu'il est peu probable que les spécifications détaillées de la configuration SS5 soient rendues publiques, la combinaison de plusieurs petits SS5 ou S8 avec une ogive plus petite, cela pourrait signifier que le FPFP-2 pourrait voir sa portée augmenter à plus de 500 km, ce que suggérait l'annonce. Une autre possibilité est que l'annonce concerne des activités plus larges, liées aux drones, dont les FPFP-2 ne constituent qu'une seule partie. Quelle que soit la distinction, il est clair que l'Ukraine a commencé à utiliser des drones armés de roquettes à des distances auparavant réservées aux avions conventionnels et aux munitions rôdeuses à longue portée. Le 12 mai, des images ont été diffusées par des analystes en sources ouvertes, montrant un drone en vol au-dessus de la Crimée occupée par la Russie, larguant une roquette depuis sous son aile vers une cible au sol avant de poursuivre sa route vers son objectif principal. La cible a été identifiée comme un groupe de tir mobile russe. Le drone a tiré et a continué de voler. Denis Schleiterman, cofondateur de Firepoint, a commenté les images avec une simple remarque. Son entreprise pouvait faire cela. Sans le confirmer explicitement, le commentaire laissait entendre que le drone en question était soit un FPFP-2, soit son cousin à plus longue portée, le FPFP-1. Une utilisation confirmée au combat,
a suivi une semaine plus tard, lorsqu'un FPFP-2 armé de roquettes a frappé un centre de communication stratégique de la flotte russe de la mer Noire. Il s'agit d'une infrastructure militaire renforcée, frappée par un drone qui transporte désormais aussi des roquettes pour l'approche. Ce que cette évolution suggère au-delà du court terme mérite réflexion. L'Ukraine a désormais démontré qu'un drone d'attaque peut transporter un armement de roquettes fonctionnel, en plus de sa charge principale. La prochaine étape, déjà évoquée dans les cercles de défense ukrainiens, consiste non seulement à améliorer la configuration actuelle des roquettes non guidées, mais aussi à envisager le passage à une échelle supérieure. Si une cellule de classe FPFP-2 peut transporter 8 roquettes S-5 et une ogive de 200 livres, une version plus grande ou à plus longue portée pourrait théoriquement remplacer les munitions guidées air-sol. L'Ukraine utilise déjà une gamme nationale d'armes guidées, et la question de savoir si un drone suffisamment performant pourrait servir de plateforme de lancement aérien pour un petit missile guidé de précision n'est plus purement théorique. Rappelez-vous, le FPFP-2 que nous connaissons à la mi-2026 est une itération du modèle précédent destiné au combat à moyenne portée, et son autonomie comme sa capacité d'emport ont déjà presque doublé. Compte tenu de cela, il n'est pas totalement impossible d'envisager la portée proposée de 500 km, avec un armement complet. Pour comprendre pourquoi même la configuration actuelle est si perturbatrice, il faut comprendre comment la Russie a tenté de résoudre le problème des drones au cours des 3 dernières années, et comment, systématiquement, chaque solution a été rendue obsolète. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous publions des vidéos chaque jour détaillant les derniers développements en sciences militaires, en géopolitique et en guerre. Revenons à la Russie. Sa première réponse majeure à la campagne de drones de l'Ukraine a été la guerre électronique. La Russie a déployé ce que les analystes ont décrit comme l'environnement de guerre électronique le plus dense de l'histoire moderne, destiné à priver les drones ukrainiens des signaux dont ils dépendaient. Le brouillage GPS a dégradé la navigation. Le brouillage des fréquences radio a attaqué les liaisons de contrôle que les opérateurs de drones FPV utilisaient pour diriger leurs appareils. Les systèmes à large bande ont cherché à aveugler les capteurs transmettant les données de ciblage aux frappes ukrainiennes, causant un temps d'importantes pertes. Les drones FPV ukrainiens perdirent leurs vidéos en vol, obligeant les opérateurs à piloter à l'aveugle, causant des échecs de ciblage ou des crashs. La solution a été de supprimer la liaison radio. Les drones FPV à fibre optique transporteraient une bobine de câble aussi fin, voire plus fin qu'un cheveu humain, qui se déroule derrière eux en vol. Les signaux de contrôle et la vidéo passent par la fibre en impulsion lumineuse, non en ondes radio. Les systèmes de brouillage ne peuvent donc ni détecter, ni perturber, ni usurper ces signaux. Le drone traverse l'environnement de guerre électronique le plus saturé du champ de bataille comme si cet environnement n'existait pas. Les deux camps ont utilisé des drones à fibre optique et tenté de les contrer par divers moyens. Les réponses les plus courantes étaient des actions purement cinétiques, comme des charges à fragmentation, des filets ou des drones interceptant physiquement d'autres drones. Le commandement allié de transformation de l'OTAN a officiellement reconnu le problème, lançant un appel à des solutions innovantes pour neutraliser les drones FPV à fibre optique, car les systèmes existants n'avaient aucune réponse face à eux. L'Ukraine a ensuite intégré une guidage visuel assisté par l'IA sur certaines plateformes, permettant aux drones d'identifier et suivre des cibles de façon autonome, même en cas de rupture de câble fibre optique ou de perte de connexion lors de l'approche finale. Les systèmes d'IA impliquent des milliers de développeurs, collaborant ou créant des conceptions divergentes pour rendre les drones plus persistants et moins vulnérables au piratage. Cela a entraîné un cycle d'adaptation et de développement bien plus rapide que ce que pouvaient gérer les processus d'approvisionnement occidentaux classiques. Alors que les nouveaux systèmes étaient auparavant testés pendant des années, l'Ukraine a été pratiquement contrainte de passer du prototype au déploiement sur le terrain en quelques semaines. La Russie a dû suivre le rythme et développer une contre-mesure, mais les ingénieurs ukrainiens ont commencé à la contourner en quelques semaines, avant même son déploiement sur tout le front. En particulier, le système de défense aérienne Pantsir, conçu pour engager des cibles aériennes à moyenne altitude avec des missiles guidés par radar et des canons, s'est révélé constamment inadéquat face à de petits drones peu détectables, avec une très faible signature radar. Début 2026, l'Ukraine affirmait avoir détruit la moitié des systèmes Pantsir de la Russie, dans les territoires occupés par la Russie, parfois précisément avec la catégorie de drones que ces systèmes étaient censés contrer. La Russie avait besoin d'une réponse.
Le réseau de groupes de tir mobiles a été la réponse russe à l'échec de ses défenses électroniques et de missiles contre les drones à basse altitude. Si la technologie ne pouvait arrêter efficacement de petits drones bon marché, il suffisait de poster des soldats armés au point d'approche pour les abattre à la mitrailleuse. C'était un retour aux bases, une solution peu technologique, décentralisée et difficile à neutraliser électroniquement, qui imposait de vrais coûts aux opérations de drones ukrainiens. Même capables de naviguer malgré le brouillage, GPS et radio, les drones pouvaient être neutralisés par une équipe bien placée avec des armes lourdes. La Russie a construit ce réseau précisément parce qu'il représentait une catégorie de menaces que les contre-mesures électroniques ne pouvaient pas traiter. Le FP-FP2, armée boucle la boucle. Le groupe de tir mobile a été conçu comme la solution aux limites de la guerre électronique contre les drones. Le drone armé de roquettes est la réponse à la menace que représente le groupe de tir mobile pour les drones. Principale différence avec les adaptations précédentes aux contre-mesures, celles-ci coûtent des vies. Un drone brouillé s'écrase. Un drone armé, s'il détecte une équipe de tir tentant de l'intercepter, riposte simplement avec des roquettes conçues spécifiquement pour éliminer l'infanterie, avant de poursuivre vers sa cible. Le tableau opérationnel plus large qui se dégage de cette évolution a été clairement décrit par l'expert de l'industrie de la défense Anatoly Kravchinsky, qui dirige une entreprise de fabrication d'armes. Au lieu d'un gros avion transportant une charge d'armes diversifiée, par exemple un bombardier B-2 ou un F-35, l'Ukraine déploie des essaims coordonnés, où chaque drone a une fonction définie. Les drones d'attaque transportant de lourdes ogives visent la cible principale. Les drones d'escorte armés de roquettes neutralisent ou détruisent tout ce qui tente d'intervenir sur le trajet. Cela crée une menace à deux volets, car les drones individuels sont bien plus performants qu'ils ne l'étaient au début de la guerre, et l'essaim représente un nouveau défi global qui ne peut pas être résolu par des missiles d'interception traditionnels. Cela s'explique simplement par la physique et l'économie. Pour un avion équipé de missiles standards, on utiliserait une plateforme d'interception comme le Patriot pour abattre le missile ennemi ou l'avion qui le transporte. Quand l'intercepteur coûte quelques millions de dollars, abattre un avion qui en vaut 100 millions a du sens. Mais si vous tentez d'abattre plusieurs drones bon marché, l'intercepteur paraît vite être une perte de temps et d'argent. La conception en essaim complique aussi la détection et les interférences électroniques. L'Ukraine mélange fréquemment des drones à moteur à combustion interne avec des drones à propulsion par réaction, et les deux produisent des signatures radar et acoustiques fondamentalement différentes. Un radar optimisé pour une signature peine à détecter l'autre. Et ajuster les paramètres en temps réel n'est pas une tâche fiable pour les opérateurs de défense aérienne. Même alors, le but des nouveaux drones n'est pas forcément de détruire la défense aérienne. Il suffit de contraindre les équipages mobiles anti-aériens à se cacher, bouger ou s'arrêter assez longtemps pour laisser passer d'autres drones. Les opérations de frappes en profondeur de l'Ukraine ont toujours été limitées moins par la portée que par la difficulté de traverser le corridor défensif entre la ligne de contact et la cible. Chaque pénétration est une opération distincte, nécessitant de la planification, du timing et souvent l'utilisation de plateformes supplémentaires pour supprimer la défense. Les drones armés ne règlent pas totalement ce problème, mais diminuent le coût de chaque traversée. L'avenir de cette technologie est déjà visible dans ce que l'Ukraine a accompli dans d'autres domaines, comme le parcours de développement du drone naval Magura V5. Le Magura a commencé comme un drone de surface, un bateau kamikaze semi-autonome conçu pour percuter et exploser contre les navires de guerre russes. Il a coulé ou endommagé des navires et infrastructures navales. La Russie a réagi en déployant des patrouilles d'hélicoptères pour intercepter les bateaux avant qu'ils n'atteignent leur cible, car un hélicoptère peut repérer et engager un drone de surface avant que celui-ci n'arrive à portée de frappe. La réponse de l'Ukraine à la menace des hélicoptères a été d'armer le Magura V5 avec des missiles RR-73, un missile de combat rapproché initialement, utilisé par les chasseurs MiG-29 et Su-27. Celui-ci a essentiellement été adapté comme arme surfacière pour un bateau. À la fin de 2024, un Magura V5 a utilisé ses missiles pour abattre un hélicoptère russe Mi-8 en Crimée occupée. Un bateau de surface, conçu pour attaquer des navires, a abattu un hélicoptère qui avait été envoyé pour l'arrêter. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le Magura V7 a ensuite été équipé de missiles IM-9 Sidewinder. En 2025, l'une de ces plateformes a abattu 2 chasseurs bombardiers russes Su-30 qui tentèrent d'intercepter la formation de drones, ce qui fut la première fois dans l'histoire qu'un avion de combat piloté était détruit par un navire de surface sans pilote. Cela ressemble fortement à la trajectoire actuelle du FP2.
L'Ukraine a utilisé ou conçu une plateforme à usage unique, a réussi à progresser dans ce rôle, a rencontré une contre-mesure spécifique, puis a amélioré la plateforme avec des armes spécialement conçues pour contrer cette contre-mesure tout en conservant sa capacité d'origine. La prochaine étape dans la trajectoire du Magura consiste à renforcer l'armement, à étendre la portée et à rendre de nouvelles cibles accessibles. Cela se traduit directement par la feuille de route de développement, annoncée du FP2 Firepoint, a déjà porté la portée du FP2, à 370 km. L'étape suivante serait d'ajouter un guidage laser aux roquettes, remplaçant les munitions non guidées par un système pouvant suivre et atteindre des cibles mobiles. L'intégration des NAR sur le FP2 n'est pas un développement décisif en soi, les roquettes sont anciennes. La plateforme de drone, efficace, n'est pas une révolution dans la conception des cellules d'aéronefs. Ce qui est significatif, c'est la combinaison, la confirmation que cette combinaison est opérationnelle, et la rapidité avec laquelle l'Ukraine progresse vers la prochaine version. La Russie a construit une architecture défensive en couches contre les drones ukrainiens, et chaque couche a été systématiquement identifiée, ciblée et rendue moins efficace. La guerre électronique n'a pas stoppé les drones à fibre optique. La défense aérienne à missiles s'est montrée inefficace face à des plateformes petites et discrètes. Les groupes de tir mobiles ont offert une véritable résistance, et maintenant ces groupes sont neutralisés à l'approche et forcés de se disperser. Et toutes les données indiquent que la Russie perd lentement sa capacité à suivre le rythme du développement de l'Ukraine. Rappelez-vous, en 2022, c'est la Russie qui avait l'avantage des drones au départ. La Russie a d'abord introduit les drones à fibre optique, rapidement copiés par l'Ukraine en moins d'un mois. La Russie a employé des bombes planantes pour instaurer un bombardement de saturation longue portée non guidée, et a développé la guerre électronique contre les drones FPV. Mais après 2025, la Russie a commencé à répondre aux menaces de l'Ukraine. Elle a dû modifier ses chars pour survivre aux essaims de drones, et cette tentative a été tournée en dérision. Elle continuait de perdre ses systèmes radars et d'interception. Et maintenant, elle perd la seule défense qui lui reste, les personnes elles-mêmes. Étant donné que ses forces aériennes sont clouées au sol, que ses véhicules blindés perdent leur blindage et que sa population perd des vies, la Russie commence à perdre. Il se pourrait qu'il ne soit qu'une question de temps, avant que nous voyions des vidéos de drones ukrainiens évoluer, sans opposition dans le ciel. Mais c'est aussi parce que la Russie s'effondre lentement de l'intérieur. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton d'abonnement pour rester informé des derniers développements de la guerre en Ukraine et de la géopolitique mondiale.